Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver. C'est Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Michel Caille, directeur associé senior au Boston Consulting Group. Il organise pour la 15e fois le prix de l'entrepreneur social. Qui peut candidater? Que gagnent les lauréats? Pourquoi un tel engagement? Réponse juste après ces titres. Créer et exploiter une ferme urbaine, c'est le défi que vous allez découvrir dans notre débat tout à l'heure. Chez Voltaire, c'est le nom de ce projet qui porte 4 ambitions en une: nourricière, pédagogique, écologique et solidaire. Ça se passe à Châtenay-Malabry. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour s'appelle le jouet simple, une alternative aux produits standardisés fabriqués au bout du monde. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact, tout de suite. Le prix de l'entrepreneur social, voilà ce dont on va parler tout de suite avec mon invité Jean-Michel Caille. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes donc directeur associé senior au Boston Consulting Group. En quelques mots, c'est quoi le BCG? Un cabinet de conseil leader en stratégie, et on est mondiaux. On est en France, mais on est dans le monde. On est à peu près 22 000 collaborateurs, 1 millier en France. Venez nous rejoindre. Alors, ce prix de l'entrepreneur social, quand et puis surtout pourquoi il a été créé? On l'a créé en 2007, il y a 15 ans. Oui. C'est sa 15e édition. Et en fait, ça a été créé pour récompenser des gens qui avaient envie de faire du bien, tout en acceptant le mode de fonctionnement économique de la société. Donc, en gros, des entrepreneurs à impact. Et donc, on a commencé ça en 2007. Et depuis, ça n'a cessé de grandir. On n'en parlait pas tant que ça, des entrepreneurs à impact en 2007. Non, on en parlait beaucoup moins. Oui. D'ailleurs, ils ont pas mal changé dans le temps. En quoi ils ont changé? Ils ont pas mal changé parce que, dans l'ambition. Ils sont devenus de plus en plus ambitieux avec un souci de voir grand et de plus en plus grand. D'ailleurs, ils sont de plus en plus financés. Ils ont des levées de fonds dont on ne parlait pas en 2007. Ils ont... là où c'était souvent des gens qui avaient eu une première expérience, puis qui décidaient de revenir, etc., retrouver un peu plus de sens. Aujourd'hui, on voit des gens qui démarrent par ça, et puis des entrepreneurs à succès, des gens qui se disent, tiens, si on crée la licorne de demain, il y a des gens qui pensent à ça, et nous aussi on y pense. Et puis aujourd'hui, c'est l'air du temps aussi, mais pour démultiplier leur impact, ils utilisent non plus seulement l'humain, mais aussi la technologie. Évidemment, oui. Est-ce que vous diriez, tiens, que cette crise sanitaire, elle a renforcé ces enjeux, ces valeurs, finalement? Oui, complètement. Et vous savez, chaque année, on fait une étude avec l'Ipsos, qui est un de nos partenaires, sur les talents et leur envie ou pas de participer à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, en gros, l'entreprise à impact. Ce que je peux vous dire, c'est que l'engouement ne fait qu'augmenter année après année. C'est-à-dire, on voit aussi des gens qui ont envie de démarrer par ça. C'est assez rare, quand même, de trouver un tel engouement. Je pense que la crise sanitaire a aidé pas mal de gens à se poser des questions sur ce qu'ils avaient envie d'être. C'est ça, on s'est posé le pourquoi. Voilà. Beaucoup de gens se sont posé le pourquoi. Après, les équilibres se referont avec les réalités économiques. On verra comment ça va évoluer, mais c'est un mouvement hyper positif. Alors, pour ce prix de l'entrepreneur social, il y a un jury prestigieux. Vous avez parlé de l'Ipsos, il y a Brice Teinturier, mais je ne sais pas si je peux citer tous ceux qui sont présents, mais c'est vraiment impressionnant. Jean-Paul Agon, le patron de L'Oréal, Sophie Bellon, qui est la présidente du conseil d'administration de la Sodexo, il y a Pascal Demurger, le directeur général de la Maïf, qu'on a reçu ici, Xavier Huillard, Pierre-René Lema, Frédéric Oudéa, Geoffroy Roux de Bézieux, Augustin de Romanet, etc., etc. Enfin bon, c'est pas seulement ronflant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, déjà, je peux vous dire, c'est des gens qui sont hyper occupés. Je n'ai aucun mal, chaque année, à avoir un jury d'au moins une demi-douzaine de patrons du CAC 40. Pourtant, ils sont hyper occupés. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est leur préoccupation. D'abord, eux, dans leurs propres entreprises, ils ont souvent développé ça. Ils ont un courant, ils travaillent, ils ont des partenariats. Et puis, personne n'imagine aujourd'hui faire du business sans penser à ça. Et prenons notre exemple. En 2007, nous, au niveau mondial, on dépensait, on va dire, en centaines de millions de dollars
sur ces sujets, c'est-à-dire qu'on rendait à la société un investissement comme le prix de l'entrepreneur social, à peu près cet équivalent-là. Aujourd'hui, en 2021, on va parler en plusieurs centaines de millions de dollars pour ce qui nous concerne, qui sommes une petite entreprise à l'échelle de la planète, où nous rendons à la société, où nous essayons de travailler sur ces sujets. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas un BCG, un de nos BCGers, collaborateurs, de nos collaborateurs, voilà, excusez-moi, qui ne considèrent pas ça comme légitime. Tout le monde a envie de participer. Alors, ce prix, qui peut se présenter, qui peut candidater et jusqu'à quand? Est-ce que c'est terminé, là? Alors, c'est presque terminé. Allez-y, vous pouvez y aller, parce que les dernières années, parfois, c'était le dernier candidat qui a eu le prix. Je ne dirais pas qui c'est. Et donc, oui, vous pouvez candidater. Vous pouvez candidater dans les 2-3 jours qui viennent. On va dire jusqu'à la fin du week-end. Et en ce qui concerne les candidats, on veut il y a des critères. Ouais, on veut des entreprises qui sont déjà un petit peu matures. On a mis un cut, environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Bon, il y a des exceptions, mais c'est le cut bas. Et surtout, ce qu'on veut, c'est des gens qui ont envie de changer d'échelle et pour lesquels on peut, et c'est un critère, le BCG, apporter quelque chose dans la réflexion stratégique et opérationnelle pour changer d'échelle. Et alors, les critères, on en a que 3. C'est d'avoir un impact social en France. On est BCG France. Voilà. Deuxièmement, c'est d'être innovant. Ça peut être une innovation de procédé comme une innovation de contenu, peu importe, mais d'être innovant. Et troisièmement, d'avoir un modèle économique. Oui, ça c'est important. Ce que vous disiez au début, l'objectif c'est de faire du business, il faut avoir de l'ambition. Exactement. On est désolé, mais... C'est pas un gros mot, au contraire, c'est une qualité. Non, mais on a chez nous des gens qui s'occupent des associations les plus sympas. Oui. Moi, je m'occupe des entrepreneurs les plus sympas, on va dire. Et donc de ceux qui ont également envie d'accepter ce modèle économique. Et je vois aujourd'hui les chiffres d'affaires de ces sociétés se comptent en dizaines de millions, bientôt en centaines. Ouais. On peut citer quelques-uns des lauréats, ceux de l'année dernière, par exemple, Alain Vie et Clément Saint-Olive. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire? Là, c'est l'envie de résoudre un problème majeur de notre société qui va être d'avoir du personnel pour accompagner la silver economy. J'ai vu que vous en parliez juste avant. Il faut du personnel et il nous manque 200 000 personnes en France en accompagnant. Donc c'est quelqu'un qui voit grand. Oui, et puis c'est ça, il y a une notion de valorisation, valoriser ces métiers, les métiers du grand âge. Ouais. Autre exemple, Lucie Bache, Too Good To Go. Ouais, formidable. Alors là, on est dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Ouais. Là aussi, vous avez dit quoi? On est non seulement dans l'air du temps, dans ce que le consommateur demande, mais en plus avec une vision. Oui, avec une vision. Lucie, elle avait réussi en France, elle a réussi aux États-Unis. Bon, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut s'étendre dans le monde entier? Et c'est ce pourquoi elle était très contente de gagner le prix, c'est pour travailler sur son modèle d'expansion à l'international. Donc, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours cette question d'échelle. Alors, je dis ça parce que vous l'avez évoqué il y a un instant. Vous pouvez encore candidater. Donc, qu'est-ce que ça rapporte? Que remportent les lauréats avec ce prix de l'entrepreneur social? Oui, c'est important. Et d'ailleurs, le jury fait attention à ça. Et en fait, parce que le lauréat ça lui rapporte une mission BCG de plusieurs semaines, une vraie mission stratégique et organisationnelle sur où est-ce qu'il en est, où est-ce qu'il pourrait aller, comment allouer ses ressources, et puis quel plan d'action mettre en œuvre. Donc c'est une vraie grosse mission BCG. Donc les patrons du CAC 40 qui d'habitude payent ça. Oui, ils savent quel est le prix, oui. Ils savent quel est le prix, donc ils font attention à qui ils le donnent et s'il y a vraiment une utilité. Donc ça, c'est pour le vainqueur. Ou les deux vainqueurs d'ailleurs, puisque cette année, maintenant, il y a 2 vainqueurs sur le prix, donc on a 2 fois plus de chances. Et puis surtout, les autres, dans tous les cas, sont gagnants. Ils vont gagner une exposition à un jury du CAC 40 avec lequel ils vont faire des affaires.
Ça, je vous assure que... Oui, même ceux qui n'ont pas été choisis ont souvent initié un business à l'occasion du prix de l'entrepreneur social. D'abord, c'est toujours un déchirement. Le choix, les débats, il faut les mener. Hein. C'est toujours un déchirement. Lui, pas lui. Oh, pourquoi elle? Mais non. Voilà. Bon, donc, toujours un déchirement. Donc, ils font toujours du business avec eux après. Ensuite, il y a une grosse exposition médiatique parce qu'on a un partenaire, Change Now, on a Le Parisien, ça fait du bruit, etc. Et puis, ils auront tous gagné. Pendant le processus, on fait une sorte de due diligence. Parce que, donc, les consultants du BCG analysent le dossier, disent voilà les forces, faiblesses du dossier, etc. Donc, ils ont eu une mini due diligence fait avec les consultants du BCG qui leur permet d'apprendre à mieux pitcher, puis aussi de mieux se connaître sur leurs forces et faiblesses. Donc c'est pas mal. Oui, c'est bien. Et dernier mot, les lauréats 2021, on les connaîtra quand? Vous les connaîtrez en mai. Au prochain, non, si je me trompe, non, c'est mai, c'est Change Now, au prochain salon Change Now. Eh ben voilà, Change Now, le mois de mai, on sera là évidemment pour récupérer, recevoir, découvrir le nom de ces lauréats. Merci beaucoup, merci Jean-Michel Caille. À bientôt sur Bismart. On passe maintenant à notre débat. On va dévoiler cette future ferme urbaine à Châtenay-Malabry. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La création, l'exploitation d'une ferme urbaine à Châtenay-Malabry. Voilà le beau projet que l'on découvre tout de suite avec mes invités. Mathilde Chitecat, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable du pôle agriculture urbaine chez Merci Raymond. À vos côtés, Carl Segaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Châtenay-Malabry. C'est donc chez vous que ça se passe. Peut-être un petit mot de présentation de Merci Raymond pour commencer, dites-nous. Merci Raymond, nous, on est une entreprise, on est une quarantaine aujourd'hui et on fait tout ce qui est remettre de la nature en ville, via du paysagisme, du design en intérieur et de l'agriculture urbaine. Entreprise éco-responsable qui veut redonner place au végétal en milieu urbain. Carl Segaud, vous êtes maire de Châtenay-Malabry depuis mai 2020. Est-ce que vous êtes à l'origine du projet ou est-ce que ça a pris plus de temps que ça? Et en fait, qui a eu l'idée? C'est un projet porté par la municipalité depuis plusieurs années, parce que cet écoquartier en cours de construction, il a été conçu même avant le départ de l'école centrale. En fait, l'école centrale Paris, Supélec, avait le projet de partir sur le plateau de Saclay. Ils sont partis en 2017. Et donc, en amont, on a réfléchi à un projet qui pourrait s'intégrer à la ville et qui soit à l'image de la ville, c'est-à-dire une ville parc, très porté sur le développement durable, bien sûr. Et donc ça libérait un espace, en fait. 20 hectares. 20 hectares. On est à 7 km de Paris, en petite couronne. On a 50% d'espace vert sur notre commune. Oui, c'est déjà une ville verte. Très verte. 50% d'espace vert sur la commune. Et nous sommes bordés à l'ouest par une forêt domaniale de 550 hectares et à l'est par le parc départemental de Sceaux de 180 hectares. Donc on est un poumon vert en petite couronne. Et donc on pourrait se dire, vous en aviez assez, pourquoi en faire plus? On n'en a jamais assez. Non mais c'est quoi? C'est aussi pardon, mais les mairies, elles sont en concurrence, les villes sont en concurrence les unes avec les autres. Est-ce que c'est aussi un positionnement, une façon d'afficher comme ça un positionnement très vert? Tout à fait. C'est dans l'ADN, dans la philosophie en tout cas de ce qu'on veut de Châtenay-Malabry. Et il est prévu un quartier sur ces 20 hectares vivant. Il y a 2200 logements, dont 350 logements sociaux. Il y a le siège de Lidl qui va s'implanter sur ce quartier. Et puis, il est prévu des commerces. Donc, c'est un quartier vivant. Et évidemment, le projet de ferme urbaine nous paraissait très pertinent d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue vie locale, vie du quartier, à l'intérieur de la ville. Et puis, il y avait une dimension, parce que c'est une redevance en fait qui sera payée à la ville sous forme de fruits et légumes et qui servira à nourrir en partie nos enfants dans nos cantines. Oui, on est évidemment dans la logique de circuit court. Le projet s'appelle Voltaire, VOLTE2RE. Mathilde Chitecat, il est ambitieux. Est-ce que c'est le plus important pour Merci Raymond? Est-ce qu'il y a déjà eu un projet aussi important, aussi vaste?
Non, je pense que c'est le projet le plus important pour Merci Raymond qu'on a lancé. Je dirais qu'aujourd'hui, on a lancé des jardins partagés, on fait beaucoup de terrasses. On a accompagné aussi le lancement de fermes plutôt en périurbain sur vraiment du productif. Là, c'est la première fois, on a aussi lancé un restaurant. Et là, c'est la première fois que dans un même lieu, on va avoir à la fois de la production, de la restauration, des ateliers. Donc en fait, c'est comme si on remettait un petit peu tout ce qu'on a développé. Tout votre savoir-faire. Ouais, un petit peu sur un espace, pour en faire un lieu à la fois expérimental et très vivant, quoi. C'est le but. C'était quoi le cahier des charges ? Le cahier des charges était, il y avait vraiment cette vraie demande, on sentait, de produire pour les cantines du groupe scolaire. Donc c'est assez rare quand même d'avoir une surface comme ça en pleine terre. Donc là on est entre 7000 m² et 1 hectare, vraiment sur lequel on peut cultiver. Donc il y avait vraiment une demande, on sentait dans le cahier des charges du lien avec les écoles, la cantine du groupe scolaire. Donc je pense que c'était assez orienté là-dessus, produire et animer en tout cas que les élèves aussi des écoles puissent être intégrés aussi dans le projet. Ouais. Oui, nourricière, pédagogique, écologique et solidaire. Il y a vraiment ces 4 dimensions dans le projet. Ça veut dire que vous allez produire, je suis sur le nourricière pour commencer, il y a quoi, environ 7000 m², c'est ça, de terrain. Vous allez produire quoi et en quelle quantité? Alors ça, on va faire petit à petit. L'idée, c'est qu'on puisse installer un maraîcher à partir du printemps de 2022, de l'année qui arrive. Et on va produire, du coup, une partie sera donnée en effet en rétribution à la ville pour les cantines du groupe scolaire. Donc fruits et légumes? Oui, alors là, on verra avec les chefs du coup de la cantine pour voir un petit peu ce dont ils ont besoin. Ce qu'on s'est un petit peu déjà dit, ce serait peut-être d'avoir un menu une fois par mois, un peu de la ferme. Ça pourrait être en tout cas l'objectif qu'on pourrait se fixer en production pour la cantine. Et après, le reste, ça sera, je pense, des paniers AMAP à destination vraiment des habitants du quartier. AMAP, du coup, c'est un système de précommande un petit peu auprès du maraîcher pour les habitants puissent récupérer un petit panier, peut-être une trentaine ou quarantaine de paniers toutes les semaines, à destination vraiment des habitants du quartier, et un peu du restaurant aussi qui prendra lieu sur place. Ah, on pourra venir goûter les produits sur place, c'est ça? L'idée, c'est que cette ferme elle soit vraiment ouverte, à la fois avec des visites, des ateliers, et avoir un lieu central, un petit peu un lieu de vie avec un restaurant, on va un peu café-cantine, ouvert un peu à tous. On va pouvoir venir en effet goûter les produits de la ferme. Ok, on va venir tester, Carl Sego. Cette dimension nourricière, vous en avez parlé. La dimension pédagogique maintenant, pourquoi c'était important et surtout quelle forme ça va prendre? Alors cette ferme urbaine, elle est à côté des équipements publics qui vont être créés sur ce quartier. Il y a un collège pour 700 enfants, il y a une crèche de 80 berceaux et il y a évidemment un groupe scolaire, 19 classes, qui est prévu juste à côté, avec une cuisine centrale. Et tout l'objectif, c'est qu'une partie de la production puisse être servie aux enfants. Donc les enfants iront découvrir ce jardin, toute une dimension donc pédagogique par rapport à ça. Et puis ils mangeront ce qu'ils auront vu juste à côté. Donc c'est une sensibilisation d'une partie de la population et c'est vraiment très important. Et puis, c'est un lieu de vie. Et dans le projet de Merci Raymond, c'est une dimension qui était très importante. La ville va payer à hauteur de 500 000 € la construction d'une structure, d'un restaurant qui sera conserverie, justement. Il y a toute une activité au sein de ce bâtiment qui va servir à la population et servir de lieu de vie. Oui, donc c'est vraiment pédagogique pour les enfants, mais aussi pour toute la population. Quel message on peut faire passer avec une ferme urbaine ? Voilà, plein de messages, je pense. C'est assez concret en fait. Aujourd'hui, en ville, on est un petit peu déconnecté en fait de ce qui est la production agricole, de l'alimentation, des saisons, souvent, de tout un petit peu. Ça nous passe un peu au-dessus de la tête, tout ça. Voilà, c'est du coup ramener. On essaye de. Bon, ce sera un modèle de ferme particulier, pas vraiment comme ceux qu'on trouve à la campagne, mais c'est remettre un bout de campagne dans la ville. Et avec ça, il y a plein de messages à faire passer. En effet, de retrouver un peu le rythme des saisons, sur l'alimentation, sur le gaspillage. En fait, une fois qu'on a imaginé si on a des jeunes ou des moins jeunes qui viennent du coup mettre les mains dans la terre, là, je pense qu'on mange plus pareil, on fait attention à la façon dont on consomme, dont on gaspille. Voilà, il pourrait y avoir. L'idée, c'est d'ouvrir ce lieu à des associations aussi qui ont envie de faire passer des messages sur l'environnement, sur le social. Voilà, il y a plein de sujets aussi autour. La dimension solidaire, Carl Sego, c'est quoi? C'est une ferme inclusive aussi? Alors c'est essentiel et là, non seulement la ferme, c'était dans le cahier des charges. L'objectif, c'était qu'il y ait une dimension humaine, mais ça
c'est à l'échelle du quartier. Ce quartier, c'est un écoquartier. Par exemple, il y avait d'anciens bâtiments qui ont été démolis, concassés, et 100% du béton a été réutilisé sur place. Ça a évité 6000 camions et toute la pollution qui va avec. Donc là, on est vraiment dans la dimension écologique. Là, oui, projet, et puis, dès le départ, pour ce quartier, l'ensemble du quartier, il y avait une dimension d'insertion professionnelle et donc on a fait appel notamment à Réavi, ce qui a permis de créer des emplois et notamment 11 emplois pérennes par la suite. Et dans le cahier des charges, il y avait ce souhait qui est cette dimension humaine. Et évidemment, Merci Raymond a été sélectionné parce que c'était l'offre la plus intéressante, notamment par ce biais, puisqu'ils vont se rapprocher d'un ESAT pour essayer d'avoir une insertion professionnelle pour des personnes atteintes de handicap. Alors, c'est quoi? C'est une délégation de service public? On est dans quel modèle économique, en fait? Ce qu'on a fait, c'est un appel d'offres. Ouais. Donc, il y a eu trois candidats qui ont fait des propositions très sérieuses, très intéressantes. Et puis, voilà, celle de Merci Raymond, en tout cas, a retenu notre attention et nous paraissait la plus intéressante, justement parce que c'était une offre équilibrée. À la fois, il y avait le côté production. Pour nos cantines, c'était vraiment très important. Voilà, c'était pas simplement une ferme urbaine avec simplement un affichage. Nous, ce qu'on voulait, c'est que ce soit, voilà, qu'il y ait des produits et que ça puisse bénéficier à toute la population. Et puis, il y avait cette dimension d'activité au sein de la ville, de lieux d'animation. Et le troisième volet, c'était le côté humain et notamment le côté insertion. Ça va faire travailler combien de personnes, ce projet? Ce sera environ 8 personnes, je pense, à mon avis, peut-être 3-4 sur la partie production et animation, et puis encore 4 sur la partie restauration. Après, il y a le partenariat avec les ZAD dont on parlait, ou plus sous la forme inclusion et du coup formation un petit peu d'autres personnes. Et après, on aimerait bien aussi faire beaucoup de chantiers participatifs, un peu intégrer les personnes sous forme de bénévolat plus, mais et c'est que ce soit aussi ouvert. Il y aura des moments forts, l'installation de la serre, les plantations, où d'autres personnes viendront prêter un peu main forte au projet. Bon, l'inauguration, c'est prévu pour quand? C'est quoi votre cahier des charges? Le cahier des charges. L'objectif, c'est qu'on, dès le printemps de l'année prochaine, il y ait le maraîcher qui puisse commencer à mettre en culture. Et après, l'ouverture du quartier est prévue en juillet 2022, donc des premiers événements à partir de l'été. Oui, voilà, il va falloir tenir les délais. C'est aussi, on va terminer là-dessus, c'est aussi un îlot de fraîcheur dans une ville, un espace comme celui-là, Carrasego. Alors, c'est voilà, la problématique du réchauffement, elle concerne tous les élus, tous les maires. Tout à fait. C'est un sujet important en Île-de-France, mais nous, on a cette chance, c'est qu'on est un véritable îlot de fraîcheur, un océan d'îlots de chaleur en petite couronne. La ville elle-même, et puis, je le répète, on est bordé par 2 parcs qui ne sont pas principalement pas sur notre ville, est-ouest, et donc nous, on est en plus sous des vents dominants, alors qu'on a à l'ouest une forêt domaniale de 550 hectares. Donc, on forme vraiment un îlot de fraîcheur. Nous ne sommes pas confrontés à ça. Malgré tout, ça fait partie de notre réflexion, et l'objectif, c'est d'avoir des lieux agréables, de verdure, qui puissent bénéficier à tout le monde. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ce projet. On passe à Smart Ideas, produire des jouets autrement. Smart Ideas avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente Pierre Véron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Le Jouet Simple, créé il y a à peine 6 mois, même si évidemment vous y réfléchissiez et travailliez depuis plus longtemps. C'est quoi? Vous êtes venu avec quelques-uns de vos jouets, on va expliquer, détailler ça, mais c'était quoi l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'est de se dire que le jouet, en fait, c'est un formidable objet, mais qui a une obsolescence programmée finalement, de par son usage. En fait, le jouet, il va rester là, mais l'enfant va grandir. Et donc, nous, on s'est dit, en partant de ce constat, comment on peut faire pour que le jouet ait tout de suite une seconde vie intégrée? Et donc, on a imaginé des jouets en plastique recyclé et consignés.
Donc on propose en fait aux parents de nous renvoyer les jouets une fois que l'enfant ne joue plus avec, pour que nous, de notre côté, on le recycle ou bien on le reconditionne et revendu en jouet d'occasion. Un système de consigne pour les jouets, c'est quand même original, il fallait y penser. Est-ce que ça existait déjà, à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Ouais. Moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que je travaille dans l'industrie du jouet. Je ne connais pas de système de consigne intégré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent, donner les jouets à des associations, de reprise, les revendre, etc. Mais que le fait que ce soit intégré sur le produit, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a décidé d'instituer, c'est que la consigne, en fait, est partie prenante vraiment du produit. Donc, c'est tout de suite écrit sur notre packaging que quand on renvoie le jouet, il y a une consigne qui est remise. Donc ça veut dire quoi? Il faut garder la boîte? C'est quoi le principe de la consigne? En fait, les boîtes, donc, elles se présentent sous cette forme. Ouais. Donc ce sont des boîtes coffrets en fait, qu'on invite à garder. On est toujours dans cette logique d'économie circulaire. Donc ce sont des boîtes cadeaux qu'on a voulu jolies. Et la consigne en fait est directement marquée jouet consigné. Donc là en l'occurrence c'est le petit train, donc 3 €. Donc c'est 3 € qu'on va remettre quand les parents vont nous le renvoyer. Mais on peut nous le renvoyer dans n'importe quelle boîte. Une boîte à chaussures, Le petit train qui est là. Il est là. Et ça c'est quoi? Des chapeaux? Des coupelles à empiler. Ah, et on a aussi un petit hochet dans notre première gamme. Ok. Et donc ils sont faits en plastique recyclé, ça c'est déjà une dimension importante. Le sourcing, c'est quoi la logique qui est derrière? Alors la logique qui est derrière, en fait, c'est pour consigner les jouets et promettre, et avoir la possibilité de les recycler à 100%. En fait, on doit les éco-concevoir dès le démarrage. Et les éco-concevoir, pour nous, ça veut dire des produits monomatières, donc sans colle, ni vis, ni sticker. Donc on est vraiment que sur du plastique recyclé, uniquement un seul type de plastique. En l'occurrence, on est sur du PEHD, donc c'est le plastique qui est issu des bouteilles de gel douche, bouteilles de lait. Donc on va recycler, nous, les chutes de fabrication, les transformer en jouets, et tout ensuite est dans le design. On part aussi du constat, en fait, qu'un enfant... d'où le nom, le jouet simple. Il n'a pas besoin d'un jouet super sophistiqué pour s'éveiller et s'amuser. Donc en partant de ce principe. C'est des jouets pour quel âge, ça? Là, on est sur des jouets d'éveil, donc pour les 0 à 3 ans. Ouais. Donc on a repris en fait des grands classiques. Encore une fois, nous, on n'est pas là pour inventer un nouveau besoin. On est sur des produits qui ont déjà un usage vérifié, j'aime bien dire, dans le sens où on est sur un jouet à empiler, un petit jouet à promener et un jouet à manipuler avec le hochet. Vos réseaux de distribution, c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, là, on est en plein dans le lancement. On est en train de fabriquer les produits pour lancer mi-octobre, là, donc dans un mois tout juste. Okay. Et on sera distribué dans des concept stores, donc en boutique indépendante, chez des magasins spécialisés du jouet, notamment grosses enseignes qui nous suivent, qui sont vraiment partie prenante aussi du projet. Donc c'est super de voir que l'économie circulaire parle à tous. Et également d'autres chaînes de magasins avec qui on est en discussion actuellement pour pouvoir distribuer les produits dès cette fin d'année. Ouais, donc ça veut dire que l'univers du jouet est quand même sensible à ce virage, à ce pivot, parce que le constat, c'est que quand on prend 100 jouets qui sont vendus en France, ils viennent de très loin, majoritairement. Ouais, exactement. En gros, on a à peu près 60% des jouets aujourd'hui vendus en France qui vont venir de l'autre bout du monde. Ouais. D'Asie en général? En général d'Asie, particulièrement. Et qui vont souvent mélanger plusieurs matériaux, donc avoir de l'électronique, plusieurs types de plastique, du tissu, etc. Donc qui vont finalement être difficilement recyclables. Et quand on sait que selon les différentes études, un jouet a seulement 8 mois d'utilisation, on se dit que l'impact d'un produit, finalement, une fois qu'il va rester dans les placards ou jeté à la poubelle, il est non négligeable, c'est clair. Vos jouets, il faut qu'ils soient robustes pour pouvoir être réutilisés, consignés, etc. Et nous, exactement, dans cette logique de design simple, on a des produits finalement qui sont très robustes du fait qu'ils intègrent juste du plastique recyclé. Et ensuite, c'est tout un système d'emboîtage. Donc nous, on a travaillé avec des vrais spécialistes du jouet, aussi bien au niveau design, bureau d'études, et au niveau de nos usines de production, pour que les produits, en effet, puissent durer dans le temps sans problème. Merci beaucoup, merci Pierre Véron, et bon vent à vos jouets simples. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.